Bonjour à toutes et tous. Effectivement, je me présente, je m'appelle Clément Dussard, je suis le délégué général du Groupement national des cinémas de recherche, donc qui est une association de salles de cinéma qui défend un travail formel et donc de recherche dont on va discuter tout à l'heure. Je voudrais d'abord remercier l'ACID de nous avoir proposé d'être partenaire de cette table ronde. Effectivement, c'est, je pense, un échange entre cinéastes et exploitants qui est très intéressant. Et du coup, à côté de moi, j'ai Jean-Marc Zécry, qui est donc directeur du cinéma Reflet Médicis à Paris. Pamela Marella, cinéaste et adhérente de l'ACID. Bérangère Seco-Cordero, programmatrice à Cinétoile au sein de Cinécluse. Et Nicolas Peduzzi, cinéaste également, adhérent de l'ACID. Donc l'intitulé de la table ronde, c'était qui a peur de la recherche. L'idée, c'est un petit peu de déconstruire la question de la peur et la question de la recherche, à la fois à un endroit sémantique, justement de la question du mot recherche, et de savoir exactement ce que chacun y appose, et ensuite peut-être sur des questions de crainte apparentée économique ou artistique, et voilà, d'essayer de tisser un petit peu cette question-là et savoir comment la déconstruire. Du coup, je vais m'adresser un peu à chacun de vous pour essayer de voir à vos endroits respectifs qu'est-ce que ça représente pour vous le cinéma de recherche, la recherche, et peut-être aussi un petit peu préciser d'où vous parlez en termes de territoire, en termes de discours, de création, etc. Alors merci à travers Pauline et toi Clément de l'invitation. Merci au GNCR et à l'ACID. Moi je dirige avec mon équipe depuis de nombreuses années une salle art et essai classée recherche au quartier latin, dans le quartier latin à Paris, le Reflet Médicis. Il y a 3 écrans. Globalement, on oscille entre 90 000 et 100 000 entrées. Et pour répondre, pas pour répondre, mais pour commencer à proposer des pistes de ce à quoi peut nous renvoyer, nous, en tant que programmateurs et exploitants, le terme de recherche, de film de recherche. Je crois qu'il n'y a pas de définition précise, et heureusement qu'il n'y a pas de définition précise. Peut-être que dans un premier temps, pour moi en tout cas, les films dont on parle, et puis on pourra s'appuyer sur des exemples concrets et des films très concrets nommément, ce sont des films qui explorent de nouvelles façons d'écriture, de nouvelles formes narratives ou non narratives, de films impurs et parfois imparfaits, de films qui sont tout le contraire à l'opposé des films lissés par une écriture en amont imposée par le marché. Donc voilà, pour poser quelques petites pistes de définition, ou en tout cas de pistes de réflexion, moi je dirais un petit peu ça à chaud, et je laisse mes collègues compléter. Bonjour, donc moi je suis cinéaste adhérente à l'ACID. Je fais des films extrêmement inclassifiables, parce que en fait j'ai pas envie de définir ce que je fais, parce que je pense que ça change à chaque fois, et je pense que pour moi c'est un peu ça aussi la recherche, c'est-à-dire d'être dans un endroit qui explore des formes. Effectivement, ça peut être plein de choses différentes, pas forcément. Effectivement, moi je pense que ce qui est important de préciser, c'est que c'est pas forcément des films parfaits, c'est des fois des films incomplets ou des films qui posent une piste et qui ouvrent surtout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être dans un endroit où je puisse partager mon travail avec des gens et pouvoir ouvrir la discussion autour du travail, parce que je trouve que c'est ce qui est au centre de mes préoccupations, c'est la pratique artistique en fait, et comment cette pratique elle s'applique différemment suivant les projets que j'ai envie d'explorer, d'aborder, de toucher. Voilà. Donc c'est quelque chose peut-être un peu vague, mais en même temps très ouvert, et dans lequel vraiment j'ai l'espace de liberté que je cherche et que je veux préserver. Et c'est pour ça que je suis là aussi. Bonjour à toutes et à tous, et merci Clément pour l'invitation, merci l'ACID. Je suis très contente d'être là. Donc moi c'est Bérangère, je travaille à Cluses. Cluses, c'est une petite ville en Haute-Savoie, dans les montagnes,
C'est 20 000 habitants. Et donc, nous, c'est 3 écrans. Et moi, donc, je suis programmatrice pour une association qui s'appelle Cinétoile et qui programme l'art et essai au sein de ce complexe de 3 écrans. Voilà, donc ça fait 13 ans que je travaille pour cette association. Et du coup, je pense qu'il est important de préciser qu'on est conventionné avec le gérant en fait privé du cinéma et que toute la subvention art et essai nous est reversée entièrement pour le travail qu'on effectue. Je pense que c'est important de le préciser parce que c'est rare. Voilà, donc ça existe. Moi, je dirais pas mieux que Jean-Marc et Pamela. Je vais rajouter quand même quelque chose, c'est l'émergence, la découverte de nouveaux auteurs aussi, la recherche. Et finalement, j'aime bien aussi cette notion de fidélité, c'est-à-dire voilà, suivre des auteurs. Hein. Et voilà, je rajouterai juste cette notion d'émergence. Merci. Bonjour, Nicolas Peduzzi, pareil, réalisateur à la CID, adhérent aussi. Enfin, je crois, je ne sais pas si j'ai payé la dernière. Non, non, pas encore. Et non, je voulais dire, ouais, j'ai fait exactement comme vous. Pour moi, c'est ça. Moi, je viens d'une cinéphilie plutôt, en fait, au début mainstream. Et je me souviens qu'un jour, à 20 ans, un truc comme ça, je me suis retrouvé par hasard à la CID, à une projo à la CID. Et je me suis dit, waouh, on peut faire des films comme ça, en fait. J'ai vu un film là-dessus, je ne sais même plus quel film c'était. Et c'est ça qui m'a donné vraiment envie de faire ce cinéma-là. Mais j'habitais à Paris, centre de Paris. Je me suis retrouvé par hasard dans un cinéma et tu vois ça. Je pense que de donner accès aussi à des films, et j'aime beaucoup le mot recherche, mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué parce que je pense que tu peux avoir une cinéphilie mainstream, mais des trucs un peu plus accessibles, mais aussi adorer un cinéma de recherche, R&S. Et c'est l'inégalité face à ça aussi, le manque d'ouverture dans certains endroits, dans certains lieux périurbains qui fait que, en fait, on ne sait pas que ça existe presque, ce que tu disais tout à l'heure. Il y a des personnes qui vont voir des films de la CID et qui se disent en fait, je ne savais pas qu'on pouvait voir des films faits de cette manière-là. Et voilà, donc moi, c'est en ayant fait 3 longs métrages documentaires. Le dernier a eu une configuration un peu particulière, c'est qu'il a été préacheté par Arte et en même temps, il sortait en salle. Donc j'ai pu voir la différence entre un accès quand même assez sur Arte où le film était vu par je sais pas 700 000, presque 1 million de personnes et le travail en cinéma RASC où c'était vraiment un public divisé en deux quoi. Et donc ça a été assez éclairant sur le manque en fait d'accès ou de chemins qui sont faits, de ponts qui sont faits entre un public et le cinéma de recherche. Je sais pas si c'était pas un peu confus. Mais... Non, si, c'est très clair. Mais du coup, justement, avec tout ce que vous avez dit, peut-être qu'on peut revenir sur la question de la peur et de savoir, parce que tout ce qu'on vient de dire là, ça fait envie. En apparenté, il y a un endroit dans lequel ça vit, que c'est créatif en permanence, etc. Et malgré tout, on constate que c'est les films dont on parle là aujourd'hui, c'est des films qui ont de plus en plus de difficultés à accéder à la fois aux écrans, mais que le public y ait accès également. Tu parlais évidemment de la question d'Arte, mais c'est une exception et il n'y en a pas souvent. On constate, parce que du coup les salles de cinéma demandent chaque année au CNC de les subventionner pour leur travail à réessai. Et les commissions pour la réforme qui a eu lieu très récemment, justement, de cette subvention à réessai a été faite et en essayant de mettre l'accent énormément sur l'accompagnement et le travail autour de ces films-là. Mais la majorité des commissions ont constaté que les séances et le volume de films programmés recherche dans les salles avait diminué de partout, et même dans les salles les plus vertueuses, quoi. Il y a vraiment un constat sur le fait qu'il y a énormément de choses dont on va peut-être reparler, mais qui, voilà, et un constat, ça baisse de partout. À ceci, une petite information aussi, c'est que justement dans ces commissions sur cette réforme-là, elle est en 2 volets. Que le premier volet a été appliqué cette année et qu'à partir de l'année prochaine se mettra en place une deuxième structure de cette réforme qui consiste à
sur ou sous-pondérer un certain nombre de films. Et donc, en gros, si vous voulez, si une séance arrêt-essai basique vaut pour 1 point, une séance arrêt-essai d'un film qui dépasserait les 750 000 entrées vaudrait pour 0,5. Et une séance de film arrêt-essai recherche et découverte, qui est donc un label attribué par un collège de recommandation des films arrêt-essai. Donc ces films-là, qui sortiraient sur 80 copies ou moins, viendraient être surpondérés à 2 points. Donc l'idée, c'est qu'il y ait une incitation à ce que ces films-là soient programmés. Mais la question, voilà, c'est là où je vais m'adresser à vous, c'est que même avec cette surpondération, il faut que ces films soient vus, il faut que ces films soient montrés pour qu'il y ait une appréciation et un désir de les programmer. Est-ce que vous, peut-être je m'adresse à toi en premier, Jean-Marc, vous constatez, alors toi à Paris, peut-être un manque ou un déclin de la possibilité de voir ces films et de les découvrir, quoi, et de leur considération? Alors, avant de répondre directement à ta question et de faire un état des lieux du constat de ce qui est aujourd'hui en programmation de l'endroit d'où je parle, c'est-à-dire essentiellement Paris, je voulais peut-être rebondir sur ce que tu disais, Nicolas, mais je ne sais pas si c'est toi qui l'as dit, en fait. Donc, si c'est pas toi, c'est peut-être pas, mais là, enfin, c'est l'une de vous deux. Quand on parlait de définir, circonscrire ou d'ouvrir peut-être le terme de recherche, l'un d'entre vous parlait de découverte de nouveaux cinéastes. C'est toi qui disais? Ah, c'était Bérangère, pardon. Ouais. Et pour historiciser un petit peu et revenir un peu sur le temps long, enfin, on en parlait tout à l'heure un cinéaste en 2002 comme Wang Bing, que vous connaissez tous et toutes, qui est sélectionné au FID avec À l'Ouest des Rails, un film en 4 volets de plus de 9 heures, avait trouvé assez facilement, donc je suis d'accord, c'est il y a 20 ans, avait trouvé assez facilement un distributeur d'ampleur, c'est-à-dire Ad Vitam, avait trouvé un débouché en salle assez restreint au Reflet Médicis, avait fait seul à Paris plus de 10 000 entrées. Je pense qu'aujourd'hui, même si on ne peut pas reproduire l'expérience, ça ne serait pas possible et qui serait confiné, entre guillemets, à une sélection en festival au FID. Pareil, je prends un deuxième exemple qui est propre à la salle dont je m'occupe. Le film de Franck Beauvais, Ne croyez surtout pas que je hurle, distribué par Capricci en pré-Covid, j'ai oublié l'année, mais c'était un petit peu avant le Covid. Donc, je sais pas, 2000, je sais plus quoi, j'ai oublié la date exacte, mais peu importe, il y a 7-8 ans peut-être, quelque chose comme ça, 7 ans, avait trouvé son public en France, avait été distribué donc par Capricci, avait fait plus de 5000 entrées uniquement au Reflet Médicis. Je ne suis pas certain qu'un distributeur comme Capricci s'engage aujourd'hui sur ce film et que la diffusion en salle soit aussi aisée, entre guillemets, qu'elle ne l'avait été il y a quelques années. Donc pour parler pardon, je vais essayer d'être plus concis, excusez-moi. Pour parler du constat aujourd'hui par rapport à ce que tu évoquais, en fait, entre distributeurs, programmateurs, exploitants, on se parle, on a des temps dédiés à ça, et puis on peut se parler de façon plus informelle. Et ce qui est terrible, c'est d'entendre parler de plus en plus, quand on évoque les films de recherche, de parler de films fragiles. Alors que, comme on en parlait en off tout à l'heure avant pour la préparation de cette table ronde, il serait quand même plus pertinent de parler de films fragilisés à plusieurs endroits, fragilisés dans leur perception. Bon, déjà, il faut que ces films soient vus par les décideurs, par les distributeurs, par les programmateurs. Ils sont souvent peu vus parce que délaissés d'emblée sur le bas-côté, parce qu'il y a cette notion persistante et de plus en plus prégnante de films dits fragiles qui ne peuvent pas trouver leur public, alors que par définition, un film qui n'est tout simplement pas programmé en salle ne peut par définition pas trouver son public. Et on se retrouve dans une situation un peu ubuesque où moins les films sont programmés, moins les films de recherche trouvent de débouchés en salle, moins en amont
de la chaîne, les distributeurs veulent s'engager sur ces films, et moins les distributeurs s'engagent sur ces films-là, moins ils sont vus en salle. Donc voilà, on ne sait pas qui est responsable de tout ça, la poule, l'œuf, et on se retrouve dans des situations un peu bizarroïdes où ce sont de plus en plus, enfin pas de plus en plus, mais certains producteurs ou des programmateurs en freelance qui s'emparent des films et donc qui ont moins de crédibilité auprès des professionnels, que ce soit toute la chaîne des professionnels, que ce soit les programmateurs, les critiques, parce que souvent on ne peut pas non plus rémunérer une attachée ou un attaché de presse à la hauteur de ce qui devrait être rémunéré. Donc voilà, je ne sais absolument pas si c'était clair, mais je vais laisser mes collègues rebondir, ça sera plus clair. C'était très clair et justement, ça me permet de rebondir sur ce que tu disais, sur ce que tu pointes. Oui, alors je pense qu'après, on pourrait revenir sur les causes de tout ça, mais je pense qu'il y a vraiment un glissement depuis une vingtaine d'années et on le constate très bien. Comme tu l'as dit, sur des films qui sont sortis il y a 20 ans de façon un peu difficile, mais quand même qui sont distribués par des grands distributeurs et qu'il n'y a pas eu vraiment de difficulté à les sortir. Mais parce qu'il y avait aussi la mentalité. Enfin, je veux dire, il y a quand même, on est dans un système qui glisse où on décide en fait ce que le spectateur, moi, en tant que cinéaste, et pour avoir accompagné des films qui sont pas les miens et pour accompagner mes films, je vais souvent dans des endroits où il y a des associations, parce que les salles, elles s'organisent dans des endroits, en milieu rural de façon extrêmement différente, soit des bénévoles, soit des associations de cinéma, soit les municipalités. Enfin, il y a plein de formules, mais on voit bien que les gens qui arrivent, ils disent toujours, mais nous, on voit pas ces films. Comment on peut, effectivement, ce que tu dis, comment on peut y accéder Donc, on se dit, et qu'au-delà du fait qu'ils ont du mal à accéder, c'est que quand on leur montre, ils ont plein de choses à dire. Donc, à un moment donné, c'est quand même extrêmement gênant de se dire qu'il y a des gens qui décident de ce que les gens vont comprendre des films qu'on fait. Et je pense que les films, c'est un art populaire de faire du cinéma. Donc, n'importe qui peut comprendre et ce qu'il va prendre d'une œuvre, c'est ce qu'il aura en lui, en fait. Peu importe s'il comprend tout, s'il comprend un bout, s'il comprend un petit truc, mais c'est important qu'on laisse la liberté autant aux cinéastes de faire des films, mais aux spectateurs de choisir ce qu'ils ont envie d'aimer ou pas, en fait. C'est ça qui est compliqué. Nous, on se bat. Alors, effectivement, dans une association comme la CID, ça nous permet, la formule nous permet de nous organiser et de soutenir des films. Alors, je n'implorerai jamais le mot de fragile, mais des films libres, on va dire, des films qui ont qui sont des gestes de cinéma, où il y a des auteurs et qui ont des envies qui sont tout à fait différentes. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont des envies de cinéma mainstream, mais c'est très bien ça. Des films de genre, enfin, peu importe, on s'en fiche. En fait, ce qui est important, c'est que les gens puissent s'exprimer. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et moi, pour un petit exemple sur ce que tu disais sur la sortie, bien évidemment que quand on voit nos films, quand on fait des films, moi j'ai sorti un film en mars, et quand on voit que nos films ont énormément de difficultés à être vus, on invente des moyens de les montrer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien pour ça qu'on est dans un rapport actif à notre travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que quelque chose a pas mal changé depuis une vingtaine d'années, où quand on était auteur, réalisateur, il y avait toujours un producteur qui pouvait gérer. Mais aujourd'hui, si on n'est pas conscient de la difficulté qu'a un producteur aussi de défendre nos films, de les financer, on n'est pas bien en fait. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose, j'ai vraiment conscience de ça, que si je fais des films, il faut que je comprenne toute la chaîne en fait. Parce que sinon, mes films, ils n'existent pas si je ne comprends pas la chaîne. Là, c'est la première expérience que je fais de co-distribuer mon film. Mais je suis très contente de l'avoir fait parce que si je ne l'avais pas fait, mon film, il est depuis 9 semaines en salle. Évidemment, c'est une petite salle. Évidemment, je ne vais pas faire 5000 entrées, mais peut-être j'arriverai à 4. Ce qui est déjà énorme. Et ce qui se passe aussi, c'est ce que je vois, c'est que les gens, ils prennent le temps. Il y a quelqu'un qui me dit « Ah, j'ai entendu parler, je vais aller le voir. » Oui, mais si votre film, il sort 2 semaines dans une salle, personne va avoir le temps d'aller le voir et personne va avoir le temps d'en discuter. Moi, je trouve que c'est comme ça que ça se passait avant. C'est-à-dire que les gens avaient le temps, ils en parlaient, ils se disaient OK, là aujourd'hui, même nous, comme cinéastes, moi, combien de films je rate? C'est-à-dire, je me dis, mais merde, si je le vois pas dans la semaine là, il sera plus en salle en fait. Et je suis à Paris, vous vous rendez compte? Pour les gens qui sont dans des villages, des endroits complètement isolés, en fait, ils ont aucune
aucun choix, en fait. Et ça, le manque de choix, on sait à quoi ça mène, hein, de façon globale, en fait. Je ne sais pas si... Alors peut-être je vais pour continuer un peu la discussion là-dessus. Il y a un truc que tu as dit, Pamela, qui m'intéresse beaucoup, c'est effectivement constater qu'il y a une espèce de barrière à la visibilité de ces films. Mon prédécesseur disait une phrase que j'aime beaucoup et que je dis régulièrement, c'est pour que les films soient programmés, il faut qu'ils soient vus. Tu parlais tout à l'heure de nouvelles façons de voir, de nouvelles façons de présenter les films, de nouvelles façons de créer cet espace dans lequel on pourrait voir ces films. Je parle vraiment d'un point de vue professionnel, quoi. Je disais tout à l'heure, en essayant de trouver une des raisons pour lesquelles il y avait une difficulté plus croissante à ce que les films soient programmés et donc aussi à ce que les films soient vus par les professionnels, qui était la disparition petit à petit du métier de programmateur. Il y a des espaces dans lesquels de plus en plus les directeurs ou directrices sont aussi programmateurs ou programmatrices des salles, et que voilà, le temps n'est pas extensible, qu'il y a énormément de films qui sortent chaque semaine, et que ça possiblement empêchait aussi les films d'être programmés parce qu'ils étaient moins vus. Nous, au GNCR, on voit aussi, très régulièrement, tous les mois, on fait des projections de ces films-là qu'on essaie de défendre, ces films recherche. On fait des journées entières où on invite tous les exploitants et exploitantes à se présenter pour venir discuter et regarder les films. Et on voit que voilà, il y a aussi une difficulté de sortir de sa salle, et une difficulté notamment encore plus croissante quand on essaye de montrer des films que nous ont présentés des tout jeunes distributeurs qui ne sont pas encore forcément identifiés, tout ça. Et du coup, là, je m'adresse à toi, Bérangère. Comment, toi, à l'endroit de ton travail de programmation à Cluse, tu essayes de repenser la question de comment on essaie de mettre à voir, quoi. En gros, c'est ça. C'est du travail, et c'est très juste ce que tu dis sur ce métier de programmateur qui disparaît au détriment, voilà, on en parlait tout à l'heure, hein, de manager, voilà, où d'un coup on se met à tout faire. Non, c'est un vrai travail. C'est un travail de défrichage, de curiosité, effectivement, où il faut y aller. Et justement ne pas avoir peur d'y aller. Moi, à Cluse, je suis dans une situation, mais vraiment, je suis contente d'être à Cluse et pas à Paris, parce que je trouve que je suis beaucoup plus libre dans ce que je fais, et vraiment. Et moi, tous ces films-là, en fait, je les accompagne, vraiment. Et on fait un travail énorme avec l'association Cinétoile, on les laisse pas tout seuls. Et vraiment, on interpelle, on dit à nos spectateurs qu'on connaît bien, parce que voilà, on est dans une petite ville, ils viennent depuis très très longtemps, ils nous font confiance, et c'est cette confiance-là qu'il faut surtout pas perdre, et s'en servir justement pour leur dire, on les prend par la main, n'ayez pas peur, vous allez voir, ça va être super. Après, c'est vrai que moi, quand je programme des films recherche, je parle du GNCR, souvent j'aime bien expliquer en fait d'où ça vient, mais on en parlait, c'est un mot qui fait peur. Donc maintenant, j'évite de parler de recherche, parce que voilà, c'est simplement venez voir quelque chose de nouveau et d'intéressant. Et nous, voilà, c'est moi, dès que je peux avoir quelqu'un, un intervenant, un critique, voilà, j'y vais, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, je parle pas en termes de séance, c'est compliqué, parce que nous, à Cluse, on n'est pas sur les sorties nationales, parce que ça n'a aucun intérêt. On est sur de la continuation, et même moi, je fais la séance. Voilà, la séance du mardi soir à 18h30. Ça s'appelle les conversations presque cinéphiles. Et en fait, c'est à ce moment-là que je passe ces films. C'est-à-dire, voilà, on les présente, on en discute ensuite dans la salle pour faire retomber un petit peu tout ce qui s'est passé, puis après on boit un coup. Et en fait, c'est une habitude comme ça qui s'installe. Et moi, c'est à cet endroit-là que je les mets, et que ça marche, en fait, et de plus en plus. Et voilà, quoi. Mais c'est parce que je les vois, ces films-là, que j'ai de la chance d'être au conseil d'administration du GNCR, que j'ai de la chance, voilà, d'avoir tout ça bien en amont, et que j'ai pas la pression des distributeurs, et que je suis pas du tout dans une logique de profit ni de rentabilité, parce que association. Donc en fait, toutes ces choses-là, moi, j'arrive à à désamorcer un peu tout. Je suis assez confortable en fait dans ce travail-là. Moi, c'est le spectateur. Moi qui a peur de la recherche, c'est mes spectateurs. Et du coup, c'est mon travail à moi de leur dire, non, n'ayez pas peur. Je vous emmène. Enfin voilà, je sais pas si. Voilà, c'est créer le lien, en fait. Oui, tout à fait, c'est être là. C'est un truc humain.
Nicolas, peut-être à l'endroit, parce qu'on a beaucoup parlé de la salle, on a beaucoup parlé de l'accompagnement, de la possibilité de les voir et tout. Peut-être, là, je m'adresse à toi, en essayant de remonter un tout petit peu la chaîne. Est-ce que justement, sur la question économique, des choses comme ça, est-ce que tu ressens aussi dans l'espace de création une frilosité dans la mesure où peut-être il peut y avoir une multiplication des guichets et que ça viendrait contraindre les formes ou ça viendrait contraindre un certain nombre de choses. Est-ce que toi aussi, à l'endroit de la création, et peut-être Pamela aussi pourra ajouter des choses derrière, tu ressens à certains endroits de la frilosité, de la peur sur l'engagement, sur des choses voilà, un petit peu diverses, novatrices? Oui, c'est sûr que de toute façon, moi, j'ai été habitué que à ça, en fait, cette frilosité, cette entre guillemets, vraiment très entre guillemets, fragilité. Mais pour moi, on disait, oh, fragilité, pour moi, c'est une force, c'est qu'à un moment, tu décides de faire tes films et d'être libre de les faire et de te battre pour les faire. Donc, c'est un truc où j'ai toujours été, dans tous les films que j'ai fait, j'ai toujours été confronté à ça parce que bah, je faisais pas les deux aussi en amont, je savais pas ce que j'allais forcément filmer, qu'il y a une place à l'erreur, à la fragilité, mais la fragilité en sens pour moi de vie en fait. Et c'est ça qui est hyper important, c'est pour pouvoir montrer des films, comme tu disais, imparfaits. C'est comment articuler ça en fait, par exemple avec sur les guichets, j'ai jamais vraiment fait les dossiers comme il fallait, etc. Où tu sais, tu dois, surtout pour le documentaire, tu dois en fait expliquer ton film avant d'avoir fait quelque chose que tu sais, que tu connais pas. Donc, tu sais pas comment tu as une idée, mais en fait c'est quelque chose, c'est de l'ordre d'un sentiment, d'une envie. Et donc il y a toujours ce truc un peu schizophrénique de, il faut que je me formate pour pouvoir accéder à ces guichets-là. Donc c'est une bataille, c'est souvent c'est en fait trouver un peu d'être malin, de faire le film avant et de le retranscrire, essayer d'aller voir. Et pareil pour les salles, bah, comme tu disais, tu sens en fait quand tu vas présenter le film, quand on accompagne les films qu'on fait ou les films des autres, tu sens que le travail de la salle, le travail du public, le travail du lien en fait, bah, quand il est fait en fait ça marche. Et c'est systématique. Moi, j'ai fait plein de salles avec État Limite ou Ghost Song qu'on tournait, qui étaient des films pareils, difficiles à montrer en salle. Et ben quand il y a quand il y a une relation au public, quand il y a un accompagnement, quand il y a un petit événement derrière, les gens viennent en fait, ils ont envie de voir autre chose, de voir quelque chose de différent. Donc sur ça, c'était différent en fait, ça dépendait vraiment des salles aussi. Je sais pas, je pars un peu, pardon, je tergiverse un peu sur les questions, mais voilà. Mais parce qu'en fait, ça m'intéressait ce que je disais. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est systématique. Tu vois que les exploitants ont vraiment fait le travail, ça se ressent tout de suite. Même si des fois, c'est 10 personnes, mais les personnes sont là, sont engagées, c'est précieux, il y a une vraie discussion. Tu sens qu'il y a un truc. En fait, c'est la question du long terme. Et comme tu disais, les films qui sont plus difficiles d'accès, il faut que sur le long terme, ils puissent exister. Avec l'ACID, il y a ce travail-là qui est fait. Et les gens, ça prend du temps, en fait, le bouche à oreille et tout ça. C'est pas, voilà, ça se fait pas, c'est pas des blockbusters qui vont écraser tout. Oui, tu vas intervenir. Ouais, je voulais juste rajouter, en fait, sur, de façon plus générale, peut-être, effectivement, le financement, parce que tout ça est lié, en fait, hein, c'est-à-dire que bah oui, nos films, comme tu le dis, bah on trouve des alternatives pour les produire, hein, parce qu'on sait très bien que soit on se met à faire, bon, alors il y a de très bons ateliers d'écriture et tout ça, je suis pas contre ça. C'est-à-dire, je suis contre l'accumulation d'un certain nombre de passages obligés pour arriver à un festival. Et on le sait, on l'a expérimenté. Moi, je suis toujours rentrée par des portes de traverse, en fait. Et donc, ça a mis plus longtemps à ce que les gens connaissent mon travail, parce que je suis pas rentrée par les voies qu'il fallait, mais tout simplement parce que j'avais trop peur que mon travail soit pris en otage et qu'ensuite je doive répondre toujours, parce que ça c'est aussi quelque chose qui revient sans cesse dans une discussion de cinéastes, c'est de devoir, et même des gens qui font des films extrêmement bien produits, hein, qu'on les attend toujours avec le même film en fait. Et on revient à ce dont on parlait tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est que le cinéma de recherche. On a presque l'impression que quand on s'inscrit dans un circuit un peu plus financé, on n'a plus le droit de chercher, en fait. On n'a plus le droit de proposer autre chose qui ne ressemble pas à ce que nous sommes.
ou en tout cas ce que les gens pensent que nous sommes. Parce qu'on n'est pas, enfin voilà, on évolue, on change, les années passent et on se module et on prend, voilà. Donc, sur le financement, on trouve aussi des moyens de financer. Alors, comme tu dis, soit on fait des films, on les écrit après et on va aux commissions, soit on les finance autrement, soit, on invente des façons de faire. Donc, on est constamment en train d'inventer des façons de produire, des façons de montrer nos films, en plus d'inventer nos films. Ce qui n'était pas le cas avant, où on se concentrait essentiellement. Moi, je sais que je passe beaucoup de temps à me dire comment je vais faire, comment on va faire tout ce temps, je le passe pas à penser au film que je suis en train de faire, en fait. Mais c'est une façon aussi d'y penser. C'est-à-dire que c'est contradictoire ce que je dis, parce que c'est aussi une façon. Moi, je pense que la fabrication aujourd'hui, la fabrication des films, elle est inhérente au film qu'on est en train de construire, et que c'est quelque chose qui est vraiment très ancré et on le voit dans les films qu'on reçoit. On est programmateurs tous les deux cette année de la programmation de la CID à Cannes, et on le voit aussi dans les films qu'on reçoit. C'est-à-dire que des films libres, des films où on sent qu'il y a un vrai geste, quelqu'un, alors pas parfait, l'imperfection c'est génial, il y en a très peu en fait. Et on se dit comment cela se fait-il qu'il y a très peu de films comme ça, alors que les moyens de produire, c'est-à-dire on a maintenant toutes des caméras, tout le monde filme, tout le monde a le matériel est extrêmement accessible. Comment cela se fait-il qu'on a moins de films libres et forts ? C'est un problème de marché en fait. C'est-à-dire qu'on essaie de nous pousser toujours à nous inscrire dans une politique du marché et c'est, je pense, que rencontrent aussi comme difficulté les exploitants dans les salles. C'est ce qu'ils nous disent, hein. Ils sont obligés de prendre certains films parce que le marché leur impose et donc du coup ils ont pas moins de place pour d'autres films et pour eux c'est un casse-tête chinois. Et puis il y a une chose qui a changé quand même depuis 2-3 ans. Moi je le vois dans les films qui sont gérés par des municipalités qui n'intervenaient pas sur les programmations il y a 4 ans, avant le Covid en fait. Et depuis 4 ans, les élus, les municipalités interviennent aussi, disent « ce serait bien de prendre tel film ». Mais ça, c'est nouveau, en fait, aussi. Tout ce qui vient d'être dit me donne plein d'idées de questions. Je voudrais peut-être revenir justement sur les espaces dont vous parliez, justement sur la question des films soit imparfaits, ou en tout cas les films qui clivent. J'ai l'impression aussi que c'est un endroit qui devient compliqué parce que on en parlait tout à l'heure, notamment sur la question de la promotion, notamment sur la question de comment on parle des films, on se dirige aussi beaucoup vers quelque chose qui viendrait mettre tout le monde d'accord, qu'il y a une espèce d'endroit dans lequel même la façon dont les distributeurs travaillent avec les attachés de presse font en sorte que l'idée c'est qu'il y ait un maximum d'étoiles, par exemple, à la fois en termes de spectateurs et de presse, de trouver une façon de faire que on est tous rassemblés à l'endroit du film qui est bien, et du coup ça vient lisser un petit peu tous les avis qu'on essaye d'avoir sur les films. Et je rebondis parce que Bérangère pourra en attester, on a eu au sein du conseil d'administration du GNC une vive discussion et clivante aussi à certains endroits sur un film, et c'est un endroit justement que je trouve hyper nourri et hyper fort, et j'ai l'impression que c'est un endroit, en fait quand on est en plein dedans, c'est hyper stimulant, c'est hyper excitant de parler comme ça et de pas être d'accord et tout ça, mais j'ai l'impression qu'on s'en éloigne beaucoup plus, précisément parce que ça fait peur, le clivage à cet endroit-là, les échanges. Est-ce que du coup peut-être pour faire tourner aussi la parole, je vais m'adresser à toi, Jean-Marc. Est-ce que toi aussi tu ressens ça au niveau de ta salle? Est-ce qu'il y a, comme tu as animé moult échanges, moult discussions avec spectateurs, spectatrices, peut-être critiques dans la salle et tout ça sur ces films-là, est-ce que tu sens aussi ça à l'endroit de la salle, dans la discussion qui peuvent se créer d'ailleurs dans l'espace de la salle de cinéma, quoi? Alors, avant de répondre là, frontalement à ta question, tu soulevais il y avait conjointement, un double espace de questionnement. Effectivement, en amont de ce dont on a parlé, c'est-à-dire de la programmation d'un film en salle,
et à nos endroits différents, le film doit exister un peu en amont aux yeux du public à travers le travail de promotion que fait le distributeur conjointement ou pas, tout dépend de la temporalité, si on est en sortie nationale ou plus tard, avec l'exploitant, avec la salle de cinéma. Et on sait aujourd'hui que dans la promotion des films et l'investissement qui est fait par les distributeurs, il y a plusieurs éléments qui sont en transformation. L'espace se réduit considérablement en presse pour parler des films, pour mettre les films en avant. Alors ces espaces se réduisent en valeur absolue de colonnes et de signes dans des quotidiens hebdo ou des mensuels qui peinent parfois à trouver une économie qui puisse aussi faire vivre ceux qui écrivent sur les films, parce qu'il y a aussi cette question-là, la question de comment on vit de son métier, est-ce qu'on peut en vivre ou pas. Donc il y a une vraie question par rapport à l'amenuisement de l'espace possible de la critique de cinéma. Parallèlement, on voit aussi aujourd'hui, depuis quelques temps, un glissement des investissements des distributeurs vers le digital et notamment vers... Ça répond pas du tout à ta question, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, peut-être c'est grave, mais en vrai, c'est pas grave. Ouais, voilà. Ouais, ok. On voit un glissement aussi depuis quelques années. Depuis peu de temps, des investissements des distributeurs, donc des budgets qui sont plus fléchés du côté du digital et notamment en direction des influenceurs cinéma. Alors, je ne sais pas dans la salle si vous êtes un peu au fait et abonné à certains comptes d'influenceurs cinéma. Moi, j'ai rien contre a priori, mais ça me fascine. Ça fait 1 an que je suis abonné à plein de comptes. Et ces gens-là, par définition, enfin, je dis ces gens-là, c'est un peu méprisant, mais voilà, c'est un espace qui est monétisé, puisque eux-mêmes, ces influenceurs, ils doivent pouvoir vivre, j'imagine, à minima de leur création de contenu, comme on dit là maintenant, création de contenu. Et donc, on n'y parle pas des films, on ne parle pas de cinéma, ce sont principalement des sensations fortes ou moins fortes sur des films. Et cet espace ces budgets de promotion glisse pour moi vers un appauvrissement de ce qui est la pensée et la discussion sur les films en eux-mêmes avec les cinéastes, puisque j'ai rarement vu des cinéastes convoqués par des influenceurs cinéma, comme on peut vous convoquer en amont des sorties avec des critiques pour parler des films en presse écrite, en radio ou autre. Donc, il y a un espace qui va encore plus en promotion en amont du côté du marché, qui, on le sait, invisibilise les films dont on parle. Donc ça, c'est en amont. Au niveau de la salle, et bon, voilà, il y a une multiplicité de typologies de salles en France, dans le maillage encore formidable qu'on peut avoir de salles de cinéma. De l'endroit d'où je parle, je vois bien... alors, on n'est pas vraiment, dans ma salle, on n'est pas vraiment soumis à d'énormes pressions concernant la programmation des films d'e-recherche, mais simplement dans les discussions qu'on peut avoir, et plus en plus, puisque la salle dont je m'occupe, le Reflet Midi, ça appartient à un groupe qui s'appelle Du Lac Cinéma, je vois bien que le discours dominant et le discours imposé petit à petit fait qu'il ne faut plus aller vers ces films-là parce que il n'intéresserait plus le public. On en revient toujours, puisqu'on est à différents maillons de la chaîne, et moi je suis au bout de la chaîne, et je suis en relation constante avec le public. On fantasme un public imaginaire qui n'existe pas, dont les décideurs, et je fais partie des décideurs, je me mets dans ce lot-là, même si je ne pense pas pareil que une grande majorité de mes collègues, dont les décideurs ont fait, je ne sais plus quel est le sujet de ma phrase, le deuil, mais ouais, voilà, pardon, ouais, je parle trop.
Et j'ai pas répondu à ta question, je sais plus. C'est très bien. Bon, voilà. Je ne sais plus Ouais, là. vous êtes soumis aussi. Ouais, non, voilà. Ce que je veux dire, c'est que, et alors c'est redondant parce que je pense que je l'ai dit il y a un quart d'heure. C'est qu'à partir du moment où les films recherche auprès des décideurs sont identifiés comme des films fragiles, ils n'existent plus. Voilà, ils ne sont plus vus. Alors que je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a une appétence du public pour tous les films, en fait. Enfin, pour tous les films, j'exagère un peu, mais il n'y a pas une typologie. C'est ça qui est formidable aussi dans nos métiers, c'est qu'on ne peut pas prévoir. Et on aura beau faire tous les tableaux Excel possibles, de statistiques, etc. On ne peut pas prévoir. Et l'accident de réussite, l'accident de parcours, l'accident, alors on est dans une économie de l'attention hyper tendue aujourd'hui avec le digital, etc. Machin, la durée de vie des films est soi-disant plus courte, mais oui, c'est comme tu disais Pamela, c'est aussi à nous, à nos endroits, de réinventer un rapport possible au film. Et finalement, voilà, il y a de grands films, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui n'ont pas trouvé un public large. Enfin, quand on voit, c'est peut-être à côté de la plage, je ne sais pas, quand on voit l'engouement posthume, malheureusement, pour les films de Chantal Akerman, rétrospectivement, au moment de la sortie des films, personne n'avait vu les films de Chantal Akerman. Et ce sont ces films-là, les films d'Akerman, qui restent, même si on ne travaille pas tous pour la postérité, enfin bon, c'est peut-être pas la question, mais ce sont ces films-là qui auront imprimé dans le temps, qui auront influencé d'autres cinéastes, qui auront permis la création d'autres films, et qui, in fine, trouvent peut-être 30 ans, 40 ans après dans les salles, leur public, même si on aimerait que ce soit dans le temps présent. Et c'est bien pour ça que ces films-là, il faut qu'ils continuent à se faire. Voilà. C'est ça ce qui est super important. Nous, on est bien conscients que ces films-là, enfin, il y a plein de films, on en voit plein, à l'Acide aussi, qui ne trouvent pas de place. Mais ça n'enlève rien. En fait, c'est ce que vous disiez sur la définition des étoiles, enfin, je veux dire, des fois, moi, je dis à des gens, ne regardez pas tout ça, ça ne correspond pas à ce que vous faites, en fait. C'est-à-dire, c'est un fantasme aussi de se dire que le film devient un produit qu'on va devoir classer, mais qui place ça? Enfin, c'est aussi très aléatoire. C'est une personne dans un journal qui va... Enfin, j'adore les critiques, hein, c'est pas le problème, et qu'on en a besoin parce que ça nous permet d'échanger, ça nous permet de réfléchir sur notre travail. Mais, fais gaffe. Oui. Merci. Mais c'est de me rappeler. Non, mais ce que je veux dire, une mauvaise critique, ça permet aussi de réfléchir sur son travail. C'est pas le problème. Le problème, c'est ces étoiles-là. Moi, j'ai vu, là, tout le monde me disait, mais t'as regardé combien d'étoiles tu as et tout ça. Je dis, mais je m'en fous des étoiles, je regarde pas ces trucs. Parce que tout ça, c'est fictif. C'est-à-dire, c'est un fantasme aussi de se dire, on fabrique des machines qui font qu'à un moment, on valide des films qui seraient des bons films à RSA, de recherche et découverte, que tout le monde va aimer et qu'il faut absolument aller voir. Mais on se plante, en fait, parce que qui décide, quoi? C'est toujours pareil, c'est de faire rentrer les gens dans les cases, à l'écriture, à la production, ensuite en exploitation. Il faut qu'on se libère de ça. Donc, effectivement, faisons comme Chantal Akerman, faisons des films, et puis on verra bien plus tard. Mais il faut aussi qu'on trouve des espaces entre nous et nous. Je pense que c'est un peu le travail qu'on fait aussi à l'Acide, mais nous, on ne peut pas porter tous les films non plus. Je veux dire, on n'a pas les moyens, ni l'énergie, et puis on n'est pas suffisamment nombreux, et on est aussi cinéaste, donc on a notre travail pour porter. Donc, il faut qu'il y ait plein de petits endroits comme ça qui s'emparent de la réflexion et qu'on le fasse ensemble. De toute façon, ça, je pense que c'est quelque chose vraiment transversal et collectif. On en revient toujours à la même chose. Tant qu'on va être divisé, on n'y arrivera pas. Donc, il faut vraiment qu'on travaille ensemble sur ces questions-là. Et voilà, même si on n'a pas de réponse, l'important, c'est d'y réfléchir. Moi, je pense que c'est la base de la possibilité d'avancer. Est-ce qu'il y en a qui souhaiteraient intervenir parmi vous sur ces questions-là ? Est-ce que certains ont des choses à apporter, des précisions peut-être ? Sinon,
Je voulais reparler d'un truc qui a été là pas mal dit et puis on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure aussi et peut-être le lier à une expérience qu'on a eue au sein du GNCR sur la question de la peur et de la question de l'engagement des distributeurs aussi, tout ça, et notamment à l'endroit sémantique et du confinement qu'on essaie d'inventer sur l'endroit de la recherche et tout ça. On a parfois tous les mots du monde à essayer de présenter certains films quand on le propose à quand on demande à certains distributeurs de les présenter parce qu'ils ont peur, selon leurs mots, d'enfermer les films dans la recherche. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un espace dans lequel il y a certains distributeurs qui veulent plus ou même seraient prêts à s'affranchir d'un soutien quand bien même ils n'auraient pas la possibilité d'avoir accès au soutien de l'autre association RSEC et l'AFCAE, préféreraient ne même plus avoir l'étiquette GNCR qui est juste un logo sur une affiche. Hein. Globalement, à l'endroit du public, c'est assez sommaire, quoi. Mais visiblement, le truc est tellement persistant à ces endroits-là, et c'est pour ça qu'on fait aussi beaucoup un travail de désamorçage de ça. Et moi, je parle en permanence aux salles et aux distributeurs là-dessus, et c'est vraiment des longues conversations, quoi, parce que voilà, ils ou elles ont peur qu'il y ait des salles en voyant le c'est soutenu par le GNCR ou ces recherches, bah non, c'est pas pour moi, je vais pas programmer, quoi. Et je pense qu'il y a aussi un truc à faire à cet endroit-là, et j'ai l'impression que ça marche, quoi. Il y a un endroit dans lequel en fait on explique, mais vous vous rendez pas compte. Enfin, c'est aussi une chance, quoi. C'est aussi un endroit dans lequel c'est un espace de discussion, c'est un espace dans lequel on essaie d'apporter un soutien. L'objectif, c'est vraiment d'apporter un soutien, de créer de l'accompagnement, de créer du débat, de créer de la discussion à ces endroits-là, et que il y a un endroit où, en plus, je le disais tout à l'heure. L'idée aujourd'hui de la pondération à venir, c'est de justement faciliter, inciter à programmer des films recherche. Et ben en fait, il y a une espèce de chemin inverse qui est fait à l'endroit où on a l'impression que catégoriser un film comme étant recherche, ce serait une sanction économique. Et non, mais vraiment, quoi. Et du coup. Enfin voilà, je voulais juste alimenter la discussion à cet endroit-là et revenir aussi sur ce que tu parlais tout à l'heure, Pamela, de la question du long terme. On a beaucoup constaté, l'ACID évidemment également, le fait qu'il était de plus en plus difficile pour ces films d'exister sur le long terme, justement, de créer cette espèce on dit beaucoup bouche à oreille, on dit beaucoup, voilà, une espèce de temps plus long de la possibilité de programmer ces films. On constate que même si parmi un certain nombre de films les plus fragiles, il est possible que certains plans de sortie augmentent disons en surface, mais qu'en fait, en termes de séance, ce soit beaucoup plus amoindri qu'avant, et qu'en fait, c'est des films qui sont parfois aussi programmés très très tard. Souvent, quand c'est des films, des salles qui programment à la semaine, sont programmés le lundi d'avant la sortie, et qui du coup n'ont pas le temps de s'installer même en termes de diffusion de la bande-annonce ou diffusion de l'affiche, et qu'en fait, c'est des films qui sont presque mort-nés, voilà, c'est ça. Et moi, j'ai été distributeur par le passé, et c'était une petite économie de ça, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir expérimenté ça aussi fortement que récemment. Et du coup, peut-être je m'adresse à vous deux. Est-ce que, toi, tu es plutôt sur des propositions décalées, mais est-ce que voilà, c'est quelque chose que vous ressentez aussi à l'endroit de la fragilité qui est croissante, et sur la question de la peur que je définissais tout à l'heure, là, à l'endroit même des acteurs qui essaient de sortir ces films. Ça, c'est encore... je pense qu'on en revient toujours, en fait, à la chose qui s'appelle le lien et la discussion et l'échange. Et les distributeurs, enfin pour la plupart, qui sont concernés par, qui s'engagent pour ces films-là, c'est des distributeurs qui connaissent quand même nos salles. Et ça, c'est très important, parce que moi, je suis pas au Reflet Médicis à Paris, non, je suis à Cluse, j'ai 15 séances par semaine. Voilà. Donc ça, c'est très très important, et c'est très important que eux nous fassent confiance, en fait, voilà, sur comment on travaille dans notre salle, mais ça reste encore un sujet assez compliqué parfois.
Après, c'est des films, de toute façon, là j'essaie d'avoir un exemple en tête, mais j'en ai pas. Je suis jamais dans l'actualité parce que je ressens pas du tout ce besoin-là, en fait. Je me souviens, on avait programmé Ghost Song. Je l'avais pas programmé tout de suite, mais on se le gardait dans un coin, là. On savait qu'on avait très envie de le voir, qu'il y avait vraiment un désir, voilà. Et moi, je sais pas, j'ai peut-être programmé 3 mois après sa sortie, parce que c'était là, maintenant, qu'on avait une place, et puis que c'était sa place, et puis que voilà, qu'il a été présenté par un bénévole de l'association, qu'il avait beaucoup aimé, enfin voilà. Donc en fait, moi, j'ai pas du tout... voilà, les distributeurs, après, je comprends leur frilosité, mais c'est là aussi, on parle encore d'indépendance, de liberté, et ma foi, voilà, je suis contente qu'il y en ait d'autres qui émergent et qui arrivent avec voilà, The Dark, avec Yuka, c'est bien, voilà. Mais voilà, donc il y en a peut-être qui s'en vont, qui lâchent la barque, mais il y en a d'autres qui arrivent. Et je parlais d'émergence et de nouveauté, elle est là aussi, la nouveauté, dans la distribution, qui se renouvelle aussi, et qui est là pour défendre ces films-là. Je ne sais pas si j'ai répondu, Moi, je vais partir à droite, à gauche. Oui. En fait, je trouve ça très intéressant ce que tu as dit sur... parce que ça, je l'ai vécu en direct, je trouve ça très, très, très violent sur l'idée que, en fait, tu attends le lundi et puis tu es là... on te dit, ben non, le vendredi, on te dit, ben non, là, on ne sait pas. Mais je dis pas, ça n'a rien à voir avec le distributeur, c'est le marché qui veut ça. Et du coup, et tu sais, le lundi à 15h, si tu vas avoir une salle à Paris, en fait. Donc, je me suis dit, putain, mais c'est violent. Et en fait, je me suis dit, encore une fois, en fait, il faut aussi que nos films, ils sont pas faits pour rentrer dans ces cases-là, en fait. Il faut aussi qu'on s'affranchisse de cette envie aussi de se dire, ils doivent rentrer dans le fait de le mercredi, il faut qu'il y ait 5 salles, ou 10 salles, ou 20 salles, ou 50 salles. Parce que des fois aussi, avoir 50 salles, mais personne dedans, je vois pas l'intérêt non plus. Hein. Je trouve que tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure, et je trouve que vraiment, on doit aller là-dedans. Et je pense qu'avec nos films, c'est ce qui est important. Et on le fait à l'Acide, et on le fait hors de l'Acide, parce qu'il y a aussi des gens qui font plein de choses hors de l'Acide, c'est de travailler sur des séances uniques. Oui, peut-être c'est ça le modèle, se dire on va pas rester sur je sais pas combien de séances où les gens vont pas aller de fait aller voir des films, mais peut-être inventons des tournées. Enfin, moi j'adore ça, tourner, aller voir du paysage, passer dans les territoires, rencontrer des gens, manger des bonnes choses. Non, mais picoler, c'est chouette, mais ça fait partie de ça en fait, c'est le plaisir de partage, du lien, et d'installer quelque chose qui est une continuité au film que tu as fait aussi, parce que les films, c'est pas juste un objet, c'est en ça qu'on revient, l'histoire des étoiles, les histoires de combien de salles. On veut nous faire rentrer dans des cases. On veut déjà nous faire rentrer dans des cases à l'écriture, à la production, et ensuite à l'exploitation, encore une fois. Donc il faut nous-mêmes, comme cinéastes aussi, qu'on s'affranchisse aussi de cette envie de vouloir être dans le panel du marché, en fait, parce on développe autre chose. On est en train de s'installer, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font des films quand même, mais on n'est pas en voie de disparition. Hein. Au contraire, je pense qu'il y a des gens qui arrivent, des gens qui sont là depuis très longtemps, qui trouvent d'autres façons de faire, qui sont pas visibles. C'est ça, en fait, notre problème, c'est la visibilité. Mais c'est aussi ce que tu disais tout à l'heure, c'est aussi la visibilité pour des critiques aussi. Il y a plein de critiques que moi je rencontre qui me disent, mais j'aimerais bien écrire sur ce film, mais j'ai pas d'espace. Je sais pas où écrire, en fait. Ou des gens disent, j'ai écrit sur ton film, mais je garde le papier, je verrai où je peux le faire. Je dis, en même temps, c'est bien, parce que nous, on a besoin aussi de ça pour nous nourrir. Je le disais tout à l'heure. Donc, on accumule des éléments comme ça. Après, il faudrait trouver un endroit où on peut les partager. En fait, je sais pas, il faut s'inventer, en fait. Il y a quelqu'un que je peux... Ouais, je voudrais réagir. Ça, dis pas, mais là. Parce que c'est enregistré. Donc, je me présente. Salut Sylvain. Il y a des programmateurs de cinéma dans la salle. J'en vois plusieurs. Donc, moi, j'en fais partie. Je m'appelle Arlène Groff. Je suis programmatrice du Ciné 104 à Pantin. Et par ailleurs, membre du bureau du GNCR. Je réagis par rapport à ce que tu dis, Pamela, parce que je trouve que c'est vraiment le signe de, finalement, sur la question de la séance unique. C'est un truc où, en fait, je me rends compte qu'on est de plus en plus, nous, programmateurs, poussés à ça,
poussé à vous pouvez programmer mon film même un tout petit peu, parce qu'en fait il y a un désespoir aussi des distributeurs qui nous proposent en programmation ces films-là qui est tel qu'à un moment ils ont même plus d'exigences. Et en fait moi ça c'est quelque chose que je constate depuis, je dirais 2-3 ans, ce truc de, en fait maintenant on peut sortir un film, et je sais pas Sylvain si tu es confronté à ça, mais le distributeur va me dire c'est pas grave, franchement tu me le mets 2 séances dans la semaine et je suis d'accord. Et je trouve qu'en fait, c'est grave et qu'il y a un truc où, à un moment, si les films recherche, ils ont plus d'espace. Enfin, le truc qui est clair, c'est que de faire quelque chose en contrebande par ailleurs, etc., d'essayer d'inventer des choses pour exploiter les films recherche, c'est intéressant, il faut le faire et tout. Mais je pense que aussi, il faut que les films recherche restent dans le marché et restent au mercredi. Parce que, en fait, clairement, les circuits, etc., eux, ce qu'ils voudraient, c'est qu'il y ait, par exemple, il pourrait y avoir 2 sorties, qu'on revienne à des trucs qu'il y avait il y a des années, qu'on revienne à une sortie, par exemple, le vendredi, ou qu'on puisse revenir à une première sortie à Paris, et puis ensuite, les films, ils pourraient aller en région. Et ça, clairement, c'est des choses, c'est une espèce de petite musique qu'on entend de plus en plus, et moi, je trouve que c'est extrêmement alarmant et d'entendre ça, parce que le truc... Ce que tu disais, enfin le deuxième dicton qui va avec celui que tu donnais au début, qui est si les films ne sont pas montrés aux programmateurs, ensuite les programmateurs ne peuvent pas les programmer, et que s'il n'y a pas de séance de ces films-là qui sont donnés, eh bien, le public ne peut pas venir les voir. Qu'il n'y a pas de séance, pas d'entrée. Assez clairement, c'est un autre dicton. Et que clairement, c'est un truc qui est important, mais qui est aussi de plus en plus difficile. La question aussi de la durée d'exploitation, tout ça, c'est d'autres choses. Mais je voulais revenir sur ce truc-là qui me semble assez important, quoi. Ouais, enfin, juste pour te répondre, Arlène, en fait, c'est pas parce que moi, je me place toujours dans un côté positif. Donc, je suis pas en train de me dire, oh là là, on n'a plus de place, donc c'est pas grave, laissez-nous, parce que ça, c'est ce que moi, je sais pas à cet endroit que je me place. Mais parce que je pense que, en fait, c'est revenir à quelque chose d'essentiel, de pouvoir partager nos films. Donc, si c'est pour avoir nos films, effectivement, mais c'est bien qu'ils sortent au national. Mais si c'est juste pour avoir 3 séances et que ça soit 3 séances, excuse-moi, à 11h du mat, parce que moi, je suis en commission à RSC, et je vois bien le subterfuge des dossiers où, en fait, on te dit, oui, moi, je programme de la RSC à 10h le matin, le vendredi. OK, super. Qui peut aller voir ces films? Personne. Donc après, c'est une espèce de faux semblant, d'hypocrisie. Donc soit on se dit, OK, on peut pas les programmer. Par exemple, on peut aussi se dire, tous les mercredis, je programme ce film-là pendant 4 semaines. Et tous les mercredis, je fais une rencontre avec ce film. Ça peut être ça. Je dis pas forcément une séance. C'est-à-dire que ça, c'est pas juste mettre sur le papier 5 séances dans la semaine ou 10 séances où il ne se passe rien. Parce qu'on sait bien que, moi je l'ai expérimenté là, j'ai été à toutes les séances, aux entrées de séance, aux sorties de séance, sur les 2 salles, avec toute l'équipe. Alors, effectivement, je l'ai fait une fois, mais c'était une très belle expérience. Mais je me suis rendu compte de ça, la tête des gens, de voir qu'on était là, ils disaient, ah bon Donc, je disais 2 mots avant le film, parce qu'évidemment qu'il y a des programmes, on ne peut pas bousculer tout le bordel, parce que sinon, il y a toutes les séances qui sautent. On était un peu, c'est un peu pas très sympa, mais on s'est excusé. Mais on attendait dehors après. Mais voilà, moi je me suis dit, inventons un truc. Du coup, quand on met en post sur les réseaux sociaux, on sera là. Et du coup, il y a plein de gens qui se disent, on sait qu'on va vous voir, et ils viennent. Voilà, ça peut être, comme je dis, je sais pas, moi je suis pas exploitant, donc, mais en tout cas, je parle de mon expérience. Et je pense que c'est les expériences qui font qu'on peut partager des choses et peut-être s'inventer. Et je crois vraiment, moi, sincèrement, avoir 10 séances ou dans 3 salles de mon film, je pense que ça n'aurait rien donné de plus, bien au contraire. Et je trouve qu'il faut aussi qu'on sache où on se situe, à quel endroit et comment on peut faire. Parce que nos films, on les connaît et on sait comment les travailler. A priori. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Nicolas.
Non, mais c'est ce que tu dis, et Arlène, t'as tout à fait raison, mais nous, c'est vrai qu'en tant que cinéaste, on est dans une posture d'un moment, le film, faut qu'il sorte en salle, il faut qu'il y ait un public, même si c'est 200 personnes, tu vois. Et on peut pas penser autrement. Et effectivement, c'est sûr que le marché, en fait, envahit cet état d'esprit un peu partout, même quand on parle de films fragiles. Pour moi, c'est une façon de nous fragiliser encore plus. Et il y a toutes ces questions-là qui sont hyper importantes. Mais si on commence à se dire, à penser que nos films, ils vont être de moins en moins vus et on peut pas faire le travail de terrain et tout, on est foutu, quoi. C'est vraiment un truc de résistance et d'aller, quoi qu'il en soit, les montrer. Et si on peut avoir des alliés, des exploitants ou autres qui nous aident à faire ce travail-là, et oui, ne pas accepter aussi que nos films soient programmés seulement le vendredi à 10h du matin, etc. C'est un peu, c'est sûr que c'est compliqué. Mais voilà, on peut pas, c'est comme quand tu veux faire un film, en fait. Tu peux pas être dans le truc de te dire, commencer à penser, en fait, je vais jamais y arriver parce que il y a ce dossier-là, parce que ça rentre pas dans un truc de cinéma dominant, parce que, je vais le filmer avec, quoi qu'il en soit, nous, on est dans le truc de, il faut le faire, quoi. C'est une urgence, c'est une question vitale presque. Et je pense que, pareil, pour Chantal Akerman, à un moment, est-ce qu'une Chantal Akerman aujourd'hui pourrait exister? Je sais pas. C'est ça qui fait un peu flipper. C'est, est-ce que, oui, non, vu elle, mais est-ce que, tu vois, est-ce que, même si ces films ont été reconnus posthumes, est-ce que, dans l'état des lieux du marché, de ce qui se passe, est-ce que tu as la place pour ces personnes-là, qui peuvent exister sur le long terme? Est-ce que tu vois, il y a quand même, elle a eu quand même la possibilité de faire son travail à un moment, tu vois, même si ça n'a pas été vu par. Donc c'est ça, c'est qu'on est dans une situation de plus en plus compliquée. Et moi, je vois en Italie, j'ai grandi une grande partie en Italie, et quand je suis arrivé en Italie, t'avais quelques films d'art essai, des cinémas, là, t'en as plus un. Donc il y a vraiment il y a une aliénation de la culture qui se fait petit à petit. Ça, c'est tout ce qu'il faut qu'on évite parce qu'on a un système qui est quand même encore assez exceptionnel par rapport au reste du monde, quoi. Moi, je voulais ajouter 3 éléments. Enfin, je partage complètement ton inquiétude, Arlène, de voir les films dont on parle cantonnés parfois, même si ça ne gomme pas du tout ce dont tu parles et dont je vais reparler aussi, cantonnés à des cases où les distributeurs, effectivement, ont lâché les bras, parce que... Lâcher les bras ? Baisser les bras, ouais. Lâcher l'affaire, ouais, c'est ça. Pardon. Baisser les bras, faute de mieux, faute d'interlocuteurs, faute d'écoute des exploitants. Tout le travail très concret dont tu parlais sur la sortie de ton film, L'échappée belle, récemment, on est en quoi là, en mai, en avril, début avril, mars, en mars. Et ton investissement et l'investissement d'une grande partie de ton équipe en salle, c'est assez exceptionnel et il faut du temps bénévole. Je le dis sciemment parce que je vais reparler d'autres choses qui a à voir avec ça. C'est-à-dire que c'est du temps qui effectivement est important pour toi et ton équipe pour faire vivre le film en salle, pour rencontrer ton public, mais qui est du temps au détriment peut-être de ton travail et tes travaux sur d'autres, peut-être à l'écriture, et c'est du temps, je le rappelle, bénévole, et je trouve pas ça normal non plus. Et je parle sciemment de bénévolat parce que je sais pas, j'ai pas d'expérience moi de travail en cinéma, dans les cinémas municipaux. Peut-être dans la salle, vous pourrez nous en parler, mais ce qu'on constate aussi dans la grande tendance dans les cinémas privés, c'est vraiment l'amenuisement des équipes sur site. Et l'amenuisement des équipes sur site, qui n'est d'ailleurs pas parallèle forcément d'une baisse de recettes en salle. On ne sait pas où va l'argent à un moment. Bon, ça c'est une autre question, mais c'est une question. Et l'amenuisement des moyens humains en salle ne permet pas aussi à certaines salles d'accueillir comme elles le voudraient, de voir les films déjà, puisque tu parlais de la double casquette directeur-programmateur.
quand ils sont pas à la caisse et en projection en même temps. Donc voilà, cet amenuisement et cette problématique finalement de la question sociale en salle, et aussi parce que c'est une question sociale qui se pose, le bénévolat dont on ne parle pas particulièrement, mais qui est importante. Ça a une incidence aussi sur les films dont on parle, qui sont de fait mal accueillis quand ils sont programmés et pas programmés parce que pas vus. Oui, sur le bénévolat, parce que moi on a plein de bénévoles à Ciné Étoile. D'ailleurs, il y en a 2 qui sont là. et on a dû se réinventer en fait quand on a changé de cinéma, quand on est passé de notre mono-écran en plein centre-ville et quand on a été accueillis à Cinécluse. On a dû tout réinventer parce que il était hors de question que les bénévoles fassent la caisse. Il était hors de question que les bénévoles s'occupent des projections. Enfin bref, on a dû à un moment donné se réinventer. Et effectivement, notre réinvention, c'était d'encourager en fait les bénévoles à s'emparer des films, à les voir, à les aimer et à les défendre. Et moi, en fait, mon travail de programmation, je le fais. Là, il y a Claudine et Clara, elles sont à Cannes, elles ont vu plein de films. On a été à la CID tous les soirs. Et et je sais que Clara, parfois, là, elle va me dire, moi, j'ai vu ça, je pourrais le présenter ? Bah oui, Donc, là, le bénévolat, là, oui. Tu vois, c'est parce que oui, voilà, parce que c'est que du comme les jeunes ambassadeurs. Oui. Tout à fait. C'est que du cinéma, c'est-à-dire que et puis on paye des coûts. C'est mais il me remplace pas évidemment. Je travaille et je suis payée, mais ils sont pas en tout cas tous les bénévoles de Ciné Étoile sont pas du tout là pour faire ce que je suis payée à faire. Et je voulais rebondir aussi sur justement cette histoire de séance unique. En disant que quand même les films recherche ne sont pas tous les mêmes et que par exemple Kyuka, là oui je fais plein de séances parce qu'en fait je pense que le film il n'a pas besoin vraiment d'être accompagné parce qu'il est là alors que Maman déchire non je fais pas pareil quoi. Donc en fait ça dépend aussi de ça, c'est-à-dire que quand mais bon avec lui c'est une autre histoire parce que moi de toute façon c'est j'ai pas de négociation à faire, je suis en 4e, 5e semaine donc personne me demande rien. Donc je fais ma tambouille. Oui, sur une idée de faire des séances après, juste parce que en fait, ça n'allait pas du tout en contradiction avec le fait que les cinéastes puissent accompagner les films dans les salles et qu'il y ait des actions culturelles dans les salles. Moi, j'occupe plus dans la salle et clairement, oui, ça peut partie des choses qui font qu'il y a de public qui vient, mais que clairement, pour récolter aussi les fruits de ce que tu mets en place comme travail en tant qu'exploitant et de comment les cinéastes viennent aussi bénévolement dans ton cinéma pour parler d'un film et pour faire en sorte de quand moi une partie du public du cinéma dans lequel je travaille a vu le film accompagné de la cinéaste, il va aller en parler à machin et il faut bien quand même que machin puisse avoir une autre occasion de pouvoir le film. Je connais clairement, c'est après on a un volume de séance et une taille de cinéma qui est de remettre. Donc voilà, mais je trouve que c'est aussi quand même un truc et ça n'empêche pas que parfois on fasse aussi des séances limite et vont. Parce qu'il y a de toute façon bilan de psychologie, de manière de dire, etc. Mais j'essaie d'avoir quand même en tête cette réduction de marché. Parce que l'exemple dont parlait Clément tout à l'heure, peut-être que c'était, je sais pas. Mais sur la question d'avoir un plan sorti, on n'a pas cité, mais le film de Denis Marchais, La Rivière, qui est sorti l'an dernier, le film est sorti sur 60 copies en 60 points de sortie en certaines cinémas. Sauf que si le nombre de séances, par rapport à la sortie de son film précédent, La possibilité de Mimi, c'était ça, oui, avait été divisé par 2, en fait, les nombres de séances, par 2, voire 2,5. Donc, il avait un truc où on avait l'impression, et ça, c'est quelque chose qui est spécifique à la fois au documentaire et aussi au cinéma pour recherche, on pouvait avoir l'impression des diffusions, c'est-à-dire il n'y a pas de problème, c'est plus la vague pas dedans, sauf qu'en fait, les séances, il y en avait 2 fois même. Et c'est vraiment. Tu
tu voulais rebondir, Pauline, sur quelque chose? Je voulais juste rebondir sur quelque chose. Effectivement, nous, ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça qu'on a mis Bérangère et Jean-Marc autour de la table, c'est Jean-Marc, tu travailles dans le quartier latin, tu l'as dit, qui a la réputation d'être un quartier très cinéphile, etc., historique, mais c'est aussi l'adéquation des moyens et en fait la question des publics. Et on voit que sur les territoires, on fait beaucoup d'assignations en fait quasiment au territoire, c'est-à-dire qu'on préjuge des goûts des publics sur la base de là où ils habitent, ce qui est vraiment en fait une assignation, en fait, comme il y en a d'autres sur d'autres clichés, on oublie les territoires dans les causes des inégalités ou dans les vecteurs d'analyse des inégalités, mais en fait sur des choses qui s'expliquent par des raisons de moyens. En étant à Paris, vous ne payez pas les hébergements des intervenants, vous ne payez pas les transports des hébergements, tous ces lignes budgétaires que vous pouvez rebasculer sur de l'humain, de l'accompagnement, qui contribue à faire que, par exemple, dans le quartier latin est ce qu'il est. C'est pas, nous, en tout cas, quelque chose qu'on aime à la CID, c'est cette articulation entre les deux, parce qu'elle permet aussi de préjuger elle permet de déconstruire des préjugés sur les publics, à savoir, en commission RSI, on entend beaucoup, ça, c'est pas pour tel public. Et en fait, c'est finalement extrêmement insultant de penser ça. Qu'il y a vraiment quelque chose à déconstruire à cet endroit-là, qu'on voit sur que la société a beaucoup avancé à certains endroits, là-dessus, sur les assignations, etc. Mais sur la question des territoires, des inégalités qui sont liées et de l'assignation qu'on fait à chacun là-dessus, dans l'accès à la culture, on a un chemin massif à faire, dans le cinéma particulièrement. Alors que paradoxalement, on est quand même un des arts qui se vante le plus de son maillage territorial. Et on est un des endroits où il y a le plus d'assignation, en fait, culturelle, on va dire, selon les origines territoriales, pour le coup. Et cette articulation des moyens, en fait, on la trouve intéressante, pour le coup, pour déconstruire des choses sur les films aussi, et sur les publics. Merci beaucoup. Peut-être on s'approche de la fin, j'ai l'impression. Juste peut-être pour conclure et comment dire, rassembler un peu tout ce que vous venez de dire, c'est vrai que la question de comment on pense la programmation, comment on pense la possibilité de mettre en place des séances ou de proposer ces films-là, évidemment qu'il est hyper important de se poser la question, de réfléchir à comment on essaye d'inventer des nouvelles façons de proposer les films, de la meilleure façon de les sortir, etc. Mais ça ne doit pas non plus... c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les réunions quand on discute avec d'autres membres de la filière, par exemple, ou parfois ceux qui appartiennent à une économie peut-être un peu plus large, toujours d'essayer de dire que c'est des films qui seraient hors marché. C'est des films qui seraient un petit peu sur le côté comme ça, alors qu'en fait pas du tout, même si effectivement il y a peut-être des façons un peu nouvelles d'essayer de penser la sortie et de penser de comment on les accompagne et de penser comment on les crée, tout ça, on reste quand même dans une économie de marché, on reste quand même sur des espaces dans lesquels il y a une billetterie CNC, dans lequel il y a des remontées de recettes qui génèrent de la TSA, qui est reversée ensuite à tout un tas d'autres films, enfin voilà, le fonctionnement du CNC, quoi. Et qu'il ne faut pas l'oublier, ça, et qu'il y a quand même vraiment un truc à désamorcer aussi à cet endroit-là, d'essayer à la fois sur la question des publics, effectivement, de dire c'est pas mon public, c'est pas machin, et ça n'est pas non plus des films hors marché. Voilà, c'était juste là-dessus que je voulais terminer. Oui, c'est une très bonne chose. C'est comme l'idée de fragilisation. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à mettre plein de mots un peu bizarres sur notre travail. Et nous, on passe notre temps à essayer de... non, évidemment qu'on veut s'inscrire dans le marché parce qu'on existe et qu'on est des individus. Et donc, la multiplicité, on en fait partie. On n'est pas sur une autre planète, en fait. Et donc, ça, c'est vrai aussi que sur la précarisation, c'est quelque chose aussi que on a... Enfin, en tout cas, moi, je l'ai très présent. C'est-à-dire que je le fais une fois comme une expérience. Je ne peux pas le faire 2 fois. Et puis, je ne peux pas demander à toute mon équipe de faire ça tout le temps. Enfin, c'est juste pas possible. Donc, c'est juste pour expérimenter quelque chose à un moment donné, de se dire, bon, peut-être que là, il y a des pistes, mais tant qu'on n'a pas expérimenté, c'est toujours pareil, c'est théoriser, c'est bien, mais à un moment, il faut essayer de voir comment ça se passe sur le terrain, parce que nous, on n'est pas exploitants, les exploitants nous disent des trucs, à un moment, il faut aussi, c'est comme je disais au début, les producteurs, ils ont des difficultés, ou les distributeurs ont des difficultés, c'est des grosses difficultés, parce que c'est des engagements quand même, c'est des engagements vraiment forts sur des films comme les nôtres. Il faut aussi qu'on partage cette difficulté, en tout cas cette réflexion autour de la difficulté de nous accompagner, enfin d'accompagner nos films surtout. Donc effectivement, on n'est pas hors du marché, mais on n'est pas ni des films marginaux, ni des films fragiles, on est juste des films, quoi. Un peu marginaux quand même. Non, arrête. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Et merci à vous. Merci. C'est ça, voilà, on a toute la parole.
Merci.